Amy s'étonna beaucoup d'entendre parler distinctement et raisonnablement la vieille Catiche. La curiosité lui donnait quelque envie de la croire, mais un coup de vent agita les branches au-dessus de sa tête, et il entendit la voix du chêne lui dire « N'y va pas !»« Bonsoir et bon voyage, » dit-il à la vieille. « Mon arbre ne veut pas que je le quitte. »« Ton arbre est un sot, » reprit-elle. « Ou plutôt, c'est toi qui es une bête de croire à la parole des arbres. »« Vous croyez que les arbres ne parlent pas ? Vous vous trompez bien. » Tous les arbres parlent quand le vent se met après eux, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est comme s'ils ne disaient rien. Amy fut fâché de cette explication positive d'un fait merveilleux. Il répondit à Catiche. « C'est vous qui radotez, la vieille. Si tous les arbres font comme vous, mon chêne, du moins, sait ce qu'il veut et ce qu'il dit. » La vieille haussa les épaules, ramassa sa besace et s'éloigna en reprenant son rire d'idiote. Amy se demanda si elle jouait un rôle ou si elle avait des moments lucides. Il la laissa partir et la suivit, en se glissant d'arbre en arbre sans qu'elle s'en aperçût. Elle n'allait pas vite et marchait le dos courbé, la tête en avant, la bouche entr'ouverte, l'œil fixé droit devant elle. Mais cet air exténué ne l'empêchait pas d'avancer toujours sans se presser ni se ralentir, et elle traversa ainsi la forêt pendant 3 bonnes heures de marche, jusqu'à un pauvre hameau perché sur une colline, derrière laquelle d'autres bois s'étendaient à perte de vue. Amy la vit entrer dans une méchante cahute, isolée des autres habitations, qui, pour paraître moins misérable, n'en était pas moins un assemblage de quelques douzaines de taudis. Il n'osa pas s'aventurer plus loin que les derniers arbres de la forêt, et revint sur ses pas, bien convaincu que si la Catiche avait un chez elle, il était plus pauvre et plus laid que le trou de l'arbre parlant. Il regagna son logis du grand chêne, et n'y arriva que vers le soir, harassé de fatigue, mais content de se retrouver chez lui. Il avait gagné à ce voyage de connaître l'étendue de la forêt et la proximité d'un village. Mais ce village paraissait bien plus mal partagé que celui de Cernat où Amy avait été élevée. C'était tout pays de landes sans trace de culture, et les rares bestiaux qu'il avait vus paître autour des maisons n'avaient que la peau sur les os. Au-delà, il n'avait aperçu que les sombres horizons des forêts. Ce n'est donc pas de ce côté-là qu'il pouvait songer à trouver une condition meilleure que la sienne. Au bout de la semaine, la Catiche arriva à l'heure ordinaire. Elle revenait de Cernat, et il lui demanda des nouvelles de sa tante pour voir si cette vieille aurait le pouvoir et la volonté de lui répondre comme la dernière fois. Elle répondit très nettement. « La grand-Nanette est remariée, et si tu retournes chez elle, elle tâchera de te faire mourir pour se débarrasser de toi. » « Parlez-vous raisonnablement, » dit Amy, « et me dites-vous la vérité ?»« Je te dis la vérité. Tu n'as plus qu'à te rendre à ton maître pour vivre avec les cochons ou à chercher ton pain avec moi, ce qui te vaudrait mieux que tu ne penses. Tu ne pourras pas toujours vivre dans la forêt. Elle est vendue, et sans doute on va abattre les vieux arbres. Ton chêne y passera comme les autres. Crois-moi, petit. On ne peut vivre nulle part sans gagner de l'argent. Viens avec moi, tu m'aideras à en gagner beaucoup, et quand je mourrai, je te laisserai celui que j'ai. Amy était si étonnée d'entendre causer et raisonner l'idiote qu'il regarda son arbre et prêta l'oreille, comme s'il lui demanda conseil. « Laisse donc cette vieille bûche tranquille, » reprit Catiche. « Ne sois pas si sot, et viens avec moi. » Comme l'arbre ne disait mot, Amy suivit la vieille, qui, chemin faisant, lui révéla son secret. « Je suis venue au monde loin d'ici, pauvre comme toi et orpheline. J'ai été élevée dans la misère et les coups. J'ai gardé aussi les cochons, et comme toi, j'en avais peur. Comme toi, je me suis sauvée.
mais en traversant une rivière sur un vieux pont décrépit, je suis tombée à l'eau, d'où on m'a retirée comme morte. Un bon médecin chez qui on m'a portée m'a fait revenir à la vie. Mais j'étais idiote, sourde, et ne pouvant presque plus parler. Il m'a gardée par charité, et comme il n'était pas riche, le curé de l'endroit a fait des quêtes pour moi, et les dames m'ont apporté des habits, du vin, des douceurs, tout ce qu'il me fallait. Je commençais à me porter mieux, j'étais si bien soignée. Je mangeais de la bonne viande, je buvais du bon vin sucré, j'avais l'hiver du feu dans ma chambre, j'étais comme une princesse, et le médecin était content. Il disait « La voilà qui entend ce qu'on lui dit. Elle retrouve les mots pour parler. Dans 2 ou 3 mois d'ici, elle pourra travailler et gagner honnêtement sa vie. » Et toutes les belles dames se disputaient à qui me prendrait chez elles. Je ne fus donc pas embarrassée pour trouver une place aussitôt que je fus guérie. Mais je n'avais pas le goût du travail. Et on ne fut pas content de moi. J'aurais voulu être fille de chambre, mais je ne savais ni coudre ni coiffer, on me faisait tirer de l'eau au puits et plumer la volaille, cela m'ennuyait. Je quittai l'endroit, croyant être mieux ailleurs. Ce fut encore pire, on me traitait de malpropre et de paresseuse. Mon vieux médecin était mort. On me chassa de maison en maison, et après avoir été l'enfant chéri de tout le monde, je dus quitter le pays comme j'y étais venue, en mendiant mon pain. Mais j'étais plus misérable qu'auparavant. J'avais pris le goût d'être heureuse, et on me donnait si peu que j'avais à peine de quoi manger. On me trouvait trop grande, et de trop bonne mine pour mendier. On me disait « Va travailler, grande fainéante ! C'est une honte à ton âge de courir les chemins quand on peut épiérer les champs à 6 sous par jour. » Alors, je fis la boiteuse pour donner à croire que je ne pouvais pas travailler. On trouva que j'étais encore trop forte pour ne rien faire, et je dus me rappeler le temps où tout le monde avait pitié de moi parce que j'étais idiote. Je sus retrouver l'air que j'avais dans ce temps-là, mon habitude de ricaner au lieu de parler, et je fis si bien mon personnage que les sous et les miches recommencèrent à pleuvoir dans ma besace. C'est comme cela que je cours depuis une 40aine d'années, sans jamais essuyer de refus. Ceux qui ne peuvent me donner d'argent me donnent du fromage, des fruits et du pain, plus que je n'en peux porter. Avec ce que j'ai de trop pour moi, j'élève des poulets que j'envoie au marché et qui me rapportent gros. J'ai une bonne maison dans un village où je vais te conduire. Le pays est malheureux, mais les habitants ne le sont pas. Nous sommes tous mendiants et infirmes, ou soit disant-elle, et chacun fait sa tournée dans un endroit où les autres sont convenus de ne pas aller ce jour-là. Comme ça, chacun fait ses affaires comme il veut. Mais personne ne le fait aussi bien que moi, car je m'entends mieux que personne à paraître incapable de gagner ma vie. Le fait est, répondit Amy, que jamais je ne vous aurais cru capable de parler comme vous faites. Oui, oui, reprit la Catiche en riant. Tu as voulu m'attraper et m'effrayer en descendant de ton arbre, coiffé en loup-garou, pour avoir du pain. Moi je faisais semblant d'avoir peur, mais je te reconnaissais bien et je me disais « Voilà un pauvre gars qui viendra quelques jours à Oursines-les-Bois et qui sera bien content de manger ma soupe. » En devisant ainsi, Amy et la Catiche arrivèrent à Oursines-les-Bois. C'était le nom de l'endroit où demeurait la fausse idiote et qu'Amy avait déjà vue. Il n'y avait pas une âme dans ce triste hameau. Les animaux paissaient çà et là sans être gardés, sur une lande fertile en chardon, qui était toute la propriété communale des habitants. Une malpropreté révoltante dans les chemins boueux qui servaient de rue, une odeur infecte s'exhalant de toutes les maisons, du linge déchiré, séchant sur des buissons souillés par la volaille. Des toits de chaume pourris où poussaient des orties, un air d'abandon cynique, de pauvreté simulée au volontaire. C'était de quoi soulever de dégoût le cœur d'Amy, habitué aux verdures vierges et aux bonnes senteurs de la forêt. Il suivit pourtant la vieille Catiche, qui le fit entrer dans sa hutte de terre battue, plus semblable à une étable à porc qu'à une habitation. L'intérieur était tout différent. Les murs étaient garnis de paillassons, et le lit avait matelas et couverture de bonne laine.
une quantité de provisions de toutes sortes. Blé, lard, légumes et fruits, tonnes de vin, et même bouteilles cachetées. Il y avait de tout. Et dans l'arrière-cour, l'épinette était remplie de grasses volailles et de canards gorgés de pain et de son. « Tu vois, dit la Catiche à Amy, que je suis autrement riche que ta tante. Elle me fait l'aumône toutes les semaines. Et si je voulais, je porterais des meilleurs habits que les siens. Veux-tu voir mes armoires? Rentrons, et comme tu dois avoir faim, je vais te faire manger un souper comme tu n'en as goûté de ta vie. » En effet, tandis qu'Amy admirait le contenu des armoires, la vieille alluma le feu et tira de sa besace une tête de chèvre qu'elle fricassa avec des rogatons de toutes sortes, où elle n'épargna ni le sel, ni le beurre rance, ni les légumes avariés, produits de la dernière tournée. Elle en fit je ne sais quel plat, qu'Amy mangea avec plus d'étonnement que de plaisir, et qu'elle le força d'arroser d'une demi-bouteille de vin bleu. Il n'avait jamais bu de vin, il ne le trouva pas bon. Mais il but quand même, et pour lui donner l'exemple, la vieille avala une bouteille entière, se grisa et devint tout à fait expansive. Elle se vanta de savoir voler encore mieux que mendier, et alla jusqu'à lui montrer sa bourse, qu'elle enterrait sous une pierre du foyer et qui contenait des pièces d'or à toutes les effigies du siècle. Il y en avait bien pour 2000 francs. Amy, qui ne savait pas compter, n'apprécia pas autant qu'elle l'eût voulu l'opulence de la mendiante. Quand elle lui eut tout montré. « À présent, lui dit-elle, je pense que tu ne voudras plus me quitter. J'ai besoin d'un gars, et si tu veux être à mon service, je te ferai mon héritier. » « Merci, répondit l'enfant, je ne veux pas mendier. »« Eh bien, soit, tu voleras pour moi. » Amy eut envie de se fâcher. Mais la vieille avait parlé de le conduire le lendemain à Mauvert, où se tenait une grande foire, et comme il avait envie de voir du pays et de connaître les endroits où on peut gagner sa vie honnêtement, il répondit sans montrer de colère. « Je ne saurais pas voler, je n'ai jamais appris. »« Tu mens, reprit Catiche. Tu voles très habilement à la forêt de Cernat son gibier et ses fruits. Crois-tu donc que ces choses-là n'appartiennent à personne ? Ne sais-tu pas que celui qui ne travaille pas ne peut vivre qu'aux dépens d'autrui ? Il y a longtemps que cette forêt est quasi abandonnée. Le propriétaire était un vieux riche qui ne s'occupait plus de rien et ne la faisait pas seulement garder. À présent qu'il est mort, tout ça va changer, et tu auras beau te cacher comme un rat dans des trous d'arbres. On te mettra la main sur le collet et on te mettra en prison. « Eh bien alors, reprit Amy, pourquoi voulez-vous m'enseigner à voler pour vous ? » Parce que quand on sait, on n'est jamais pris. Tu réfléchiras, il se fait tard, et il faut nous lever demain avec le jour pour aller à la foire. Je vais t'arranger un lit sur mon coffre, un bon lit avec une couette et une couverture. Pour la première fois de ta vie, tu dormiras comme un prince. Amy n'osa résister. Quand la vieille Catiche ne faisait plus l'idiote, elle avait quelque chose d'effrayant dans le regard et dans la voix. Il se coucha et s'étonna d'abord de se trouver si bien. Mais au bout d'un instant, il s'étonnait de se trouver si mal. Ce gros coussin de plumes l'étouffait, la couverture, le manque d'air libre, la mauvaise odeur de la cuisine et le vin qu'il avait bu lui donnaient la fièvre. Il se leva tout effaré en disant qu'il voulait dormir dehors et qu'il mourrait s'il lui fallait passer la nuit enfermé. La Catiche ronflait et la porte était barricadée. Amy se résigna à dormir étendue sur la table, regrettant fort son lit de mousse dans le chêne. Le lendemain, la Catiche lui confia un panier d'œufs à 6 poules à vendre, en lui ordonnant de la suivre à distance et de n'avoir pas l'air de la connaître. « Si on savait ce que je vends, lui dit-elle, on ne me donnerait plus rien. » Elle lui fixa le prix qu'il devait atteindre avant de livrer sa marchandise, tout en ajoutant qu'elle ne le perdrait pas de vue, et que s'il ne lui apportait pas fidèlement l'argent, elle saurait bien le forcer à le lui rendre. « Si vous vous défiez de moi, répondit Amy offensée,
Portez votre marchandise vous-même, et laissez-moi m'en aller. N'essaie pas de fuir, dit la vieille. Je saurais te retrouver n'importe où. Ne réplique pas et obéis. Il la suivit à distance, comme elle l'exigeait, et vit bientôt le chemin couvert de mendiants, plus affreux les uns que les autres. C'étaient les habitants d'Oursine, qui ce jour-là allaient tous ensemble se faire guérir à une fontaine miraculeuse. Tous étaient estropiés ou couverts de plaies hideuses. Tous sortaient de la fontaine sains et allègres. Le miracle n'était pas difficile à expliquer. Tous leurs maux étaient simulés, et les reprenant au bout de quelques semaines pour être guéris le jour de la fête suivante. Amy vendit ses œufs et ses poules, en reporta vite l'argent à la vieille, et lui tournant le dos, s'enfuit à travers la foule, les yeux écarquillés, admirant tout et s'étonnant de tout. Il vit des saltimbanques faire des tours surprenants, et il s'était même un peu attardé à contempler leurs maillots pailletés et leurs bandeaux dorés, lorsqu'il entendit à côté de lui un singulier dialogue. C'était la voix de la catiche qui s'entretenait avec la voix rauque du chef des saltimbanques. Ils n'étaient séparés de lui que par la toile de la baraque. « Si vous voulez lui faire boire du vin, disait la catiche, vous lui persuaderez tout ce que vous voudrez. C'est un petit innocent qui ne peut me servir à rien et qui prétend vivre tout seul dans la forêt, où il perche depuis 1 an dans un vieil arbre. Il est aussi leste et aussi adroit qu'un singe. Il ne pèse pas plus qu'un chevreau, et vous lui ferez faire les tours les plus difficiles. »« Et vous dites qu'il n'est pas intéressé ?» reprit le saltimbanque. « Non, il ne se soucie pas de l'argent. Vous le nourrirez, et il n'aura pas l'esprit d'en demander davantage. »« Mais il voudra se sauver ? » ?»« Bah, avec des coups, vous lui en ferez passer l'envie. »« Allez me le chercher, je veux le voir. »« Et vous me donnerez 20 francs ? » ?»« Oui, s'il me convient. » La catiche sortit de la baraque et se trouva face à face avec Amy, à qui elle fit signe de la suivre. « Non pas, lui dit-il, j'ai entendu votre marché. Je ne suis pas si innocent que vous croyez. Je ne veux pas aller avec ces gens-là pour être battu. »« Tu y viendras pourtant, » répondit la catiche en lui prenant le poignet avec une main de fer et en l'attirant vers la baraque. « Je ne veux pas, je ne veux pas !» cria l'enfant en se débattant et en s'accrochant de la main restée libre à la blouse d'un homme qui était près de lui et qui regardait le spectacle. L'homme se retourna et, s'adressant à la catiche, lui demanda si ce petit était à elle. « Non, non !» s'écria Amy. « Elle n'est pas ma mère, elle ne m'est rien. Elle veut me vendre 1 louis d'or à ses comédiens. »« Et toi tu ne veux pas ? » ?»« Non, je ne veux pas. Sauvez-moi de ses griffes. Voyez, elle me met en sang. »« Qu'est-ce qu'il y a de cette femme et de cet enfant ?» dit le beau gendarme Hérambert, attiré par les cris d'Amy et les vociférations de la catiche. « Bah, ça n'est rien, » répondit le paysan qu'Amy tenait toujours par sa blouse. « C'est une pauvresse qui veut vendre un gars au sauteur de cordes. Mais on l'empêchera bien, gendarme, on n'a pas besoin de vous. On a toujours besoin de la gendarmerie, mon ami. Je veux savoir ce qu'il y a de cette histoire-là. » Et s'adressant à Amy. « Parle, jeune homme, explique-moi l'affaire. » À la vue du gendarme, la vieille catiche avait lâché Amy et avait essayé de fuir. Mais le majestueux Hérambert l'avait saisie par le bras, et vite elle s'était mise à rire et à grimacer en reprenant sa figure d'idiote. Pourtant, au moment où Amy allait répondre, elle lui lança un regard suppliant où se peignait un grand effroi. Amy avait été élevée dans la crainte des gendarmes, et il s'imagina que s'il accusait la vieille, Hérambert allait lui trancher la tête avec son grand sabre. Il eut pitié d'elle et répondit. « Laissez-la, monsieur. C'est une femme folle et imbécile qui m'a fait peur, mais qui ne voulait pas me faire de mal. » « La connaissez-vous ? N'est-ce pas la catiche ? Une femme qui fait semblant de ce qu'elle n'est pas ? Dites la vérité. » Un nouveau regard de la mendiante donna à Amy le courage de mentir pour lui sauver la vie. « Je la connais, dit-il.
C'est une innocente. Je saurai de ce qui en est, répondit le beau gendarme en laissant aller la catiche. Circulez, vieille femme, mais n'oubliez pas que depuis longtemps j'ai l'œil sur vous. La catiche s'enfuit et le gendarme s'éloigna.